Je l'avais dit que je ferais un film un de ces quatre. Hein? Oh mon Dieu. Bonjour, ici Cyril Aubin, votre spécialiste de l'épouvante préférée. Mais je dois vous avertir, la réalité risque de devenir floue. Vous le comprendrez avec Bastien, le connaisseur en horreur ultime. Avec moi, bien sûr. Mais disons juste qu'il est légèrement plus instable. Alors, suivez mon conseil. Bonne journée. Nous voilà enfin venus au moment fatidique. Un très long podcast audio, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, qui va servir d'avis plus ou moins définitif sur ce que j'ai pensé de Scream 6. Donc c'est pas du tout un avis à chaud, c'est un avis que j'ai eu le temps de réfléchir, parce que ça arrive longtemps après la sortie cinéma. Le film vient de sortir récemment en streaming, officiellement et légalement, donc les gens peuvent le revoir autant de fois qu'ils veulent. Et comment dire, je reviendrai sur une des nombreuses raisons pour laquelle j'ai autant repoussé de parler de ce film en fin de podcast. Mais donc commençons. Alors voilà, ça a mis du temps, mais je m'y attelle. Je vais parler de Scream 6, réalisé par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, les petits gars de chez Radio Silence. Alors déjà, c'est quoi Radio Silence en gros? C'est un collectif de production horrifique formé par des anciens amateurs passionnés qui faisaient entre autres des courts-métrages. Radio Silence se fait notamment connaître dans le film à petit budget VHS, produit par le célèbre site d'horreur Bloody Disgusting, que vous connaissez forcément parce qu'ils sont aussi récemment derrière Terrifier 2. Ils réalisent alors un segment se déroulant à une soirée d'Halloween. 4 films plus tard, on se retrouve alors aujourd'hui avec Scream 6, se déroulant aussi ironiquement à Halloween. Donc j'ai envie de dire que la boucle est bouclée de ce côté-là. D'ailleurs, il y a une petite ref à VHS dans le film au niveau des costumes. Mais le duo de réalisateurs a parcouru du chemin depuis. Ils ne sont plus les jeunes débutants prometteurs osant prendre des risques comme au moment de Ready or Not. Il leur faut maintenant assumer l'une des sagas les plus prolifiques du cinéma d'horreur, ce qui leur laisse une marge de liberté moindre tout de même. Alors, reste-t-il d'authentiques fans de genre, ou est-ce que la machine hollywoodienne les a totalement avalés et digérés? Ça va être un peu ça la question tout au long, je pense. Est-ce qu'il y a vraiment une intention artistique forte derrière ce 6e opus, qui est maintenant, comme le film le revendique lui-même, une franchise, et ça aussi on va revenir là-dessus. Donc voilà, pour ça on va revenir sur le film, avec une liste non exhaustive de ses qualités et de ses défauts. Et pour ce faire, on va tâcher plus ou moins d'en parler dans l'ordre chronologique en résumant les événements, donc attention spoiler, et on va évidemment sauter quelques scènes pour rendre tout ça digeste, aller à l'essentiel. Alors en premier lieu, si je dois parler de l'introduction, elle a un tournant rafraîchissant. Déjà, Samara Weaving réussit à être charmante de par sa maladresse en l'espace d'une poignée de minutes, sans qu'on la connaisse, et ça c'est toujours très bien pour une victime de slasher qu'on réussisse à s'y attacher aussi rapidement. Mais surtout, la voix au téléphone se veut véritablement rassurante. On ne reconnaît pas du tout la voix habituelle de Ghostface, doublée par Roger L. Jackson. Ça donne un faux sentiment de sécurité, et pendant un petit instant, je me suis même demandé si le modificateur de voix magique du 3e opus n'était pas utilisé pour piquer la voix d'une autre personne. Mais il se trouve que non, le tueur parlait tout simplement avec sa vraie voix sans pression. Mais dès lors qu'il switch avec celle de Ghostface, là ça devient magique, là on retourne dans Scream. Le meurtre en lui-même n'est pas plus graphique que ça, mais le jeu des acteurs compense largement ça, question intensité. C'est alors qu'au moment où le title card, le titre, devrait apparaître normalement dans un film Scream, il n'y a pas de coupe. Coup de génie, Ghostface continue ses activités et retire son masque, l'air de rien. Et là, nous sommes décontenancés parce qu'on assiste à l'envers du décor de Scream. Alors j'ai vu dans une interview pour Dead Meat que pour Matt et Tyler, c'était une façon d'indiquer que le reste du film serait différent. Alors c'est bien, mais le problème pour moi, c'est que même si l'idée est bonne, elle n'est pas suffisante, car elle n'est que ça, une idée. Très rapidement, le film retombe sur les rails d'un Scream classique. À New York, on aurait pu s'attendre à suivre le point de vue d'un Ghostface façon maniaque de William Lustig, mais non, le film tue tous nos espoirs de changement au moment où Jason, notre Ghostface de départ, découvre le cadavre de son coloc et se fait massacrer par notre véritable tueur,
dans une scène qui a au moins le mérite de rendre hommage à Jason Takes Manhattan, dont la Paramount possède les droits et qui était approprié compte tenu de l'ère de jeu du dit film. Jason était un fan d'horreur, exigeant, qui avait prévu de continuer l'œuvre de Richie et Amber. Il avait tué sa prof de cinéma car elle lui avait mis une mauvaise note à son essai sur les films italiens. Et étant donné que Mindy dit plus tard de lui qu'il était fan d'Argento, on comprend rapidement pourquoi ça l'a énervé. Malgré le fait que cette introduction soit découpée en deux parties distinctes, je note quand même que le fait qu'elle se place en tout temps dans la réalité aide beaucoup plus à s'immerger, à l'inverse de Scream 4, dont les parties stables peinaient à faire comprendre au spectateur le sérieux de la situation quand la réalité du film se présentait enfin. Après ça, on retrouve des scènes d'exposition pour nous montrer où en sont nos différents personnages. Sam est chez le psy et elle a toujours des problèmes avec son père, et elle a du mal à faire la part des choses entre son humanité et le sang de tueur qui coule en elle. Et ça, c'est l'un de mes problèmes principaux avec le film. Même si Melissa Barrera joue bien mieux que dans le précédent opus et bien plus convaincante, elle devient vraiment la star du film, son évolution sur le papier reste trop similaire à ce qui nous a déjà été présenté. Je suis désolé, mais regardez bien, elle apprend globalement, au cours de ce film, la même leçon une deuxième fois. C'est exactement la même chose que le précédent. L'ajout intéressant, on va dire, c'est les rumeurs et la haine autour de Sam sur Internet, qui ne sont rien d'autre que le miroir de ce que la comédienne a subi dans la vraie vie pour avoir osé remplacer Sidney auprès de certains fans toxiques. Et donc ça donne un peu plus de profondeur au personnage. Du côté du reste du Core 4, on retrouve Tara, Chad et Mindy à une soirée. Alors Chad, il semble avoir une authentique amitié avec Ethan, ce qui rend cela d'autant plus dommage qu'elle ne soit pas exploitée plus tard pour des enjeux dramatiques, car au final il arrête directement d'être son ami dès lors que les meurtres ont lieu et qu'il le soupçonne. Ça ne devrait pas être si fort que ça comme amitié, je suppose. Tara, elle en a marre de se faire fliquer par sa sœur Sam, et Mindy, bah, elle fait du Mindy. Mais elle a quand même beaucoup plus d'empathie pour ses amis que dans le 5e, elle s'est rapprochée d'eux. Donc on va dire que c'est un peu mieux, il y a une amélioration. Rappelons qu'avant, elle n'hésitait pas à accuser Sam sans raison valable. Rapidement, on apprend que la tuerie recommence et on parle des événements de Scream 2022, comme s'étant déroulés en 2022. Alors que clairement, si ça se passait 25 ans après l'original, et si on suivait la date sur le téléphone de Tara dans l'introduction du 5, bah le film aurait dû se dérouler en 2021. Mais passons, on n'en est pas à une incohérence près, j'ai vraiment l'impression que les scénaristes n'ont rien à foutre des détails dans cette saga maintenant. Et puis il y en a plein qui me diront que c'est du pinaillage, donc bon, ok. Sam et Tara sont attaqués dans les rues de New York par un Ghostface qui, une fois dans un petit commerce, n'hésite pas à se saisir d'un shotgun et les traquer. On sent dès lors que nous ne sommes plus à Woodsboro, on n'est pas à la campagne, ici c'est poisseux, les gens sont armés et dangereux, hein, presque à la Robocop de Verhoeven, prêts à se défendre, et le tueur s'adapte à son environnement car même si les gens râlaient à l'idée d'un Ghostface avec cette arme, il ne faisait que se défendre sur le coup et il ne la réutilisera pas plus tard. Et je trouve, au final, que c'est assez intelligent parce que ça renvoie en partie au réalisme de la franchise et en parallèle à son histoire avec la violence du monde réel et des fusillades comme celle de Columbine qui ont définitivement impacté sa production et posé des questions sur son influence, notamment lors du 3e opus. Finalement, après cette chasse au fusil, on rencontre le détective Bailey, le père de Queen, la nouvelle colocataire de nos protagonistes, ce qui nous fait un suspect de plus potentiel. Quant à Kirby Reed, elle est devenue agent du FBI, c'est pas expliqué. Elle fait son apparition également donc, et ils ne se font pas chier un seul instant pour nous dire comment elle en est arrivée là, ou détailler sa survie à la fin du 4e, même s'ils feront constamment des blagues sur ce genre de choses. On aura simplement le droit à un dialogue cliché un peu mélo plus tard sur le fait qu'elle veut que les monstres la craignent parce que c'est plus à elle d'avoir peur. D'accord, ok. Donc on apprend que ce Ghostface semble lié au passé et qu'il laisse d'anciens masques de tueurs sur les scènes de crime. On a notamment retrouvé le masque de Roman chez le psy de Sam, qui a été entre-temps assassiné d'un coup de couteau dans le nez. Car oui, à défaut de trop changer d'arme, Ghostface essaie au moins d'innover sur les endroits qu'il vise. Ça, c'est un bon point pour le film. Les meurtres sont assez cool, on peut le dire. Ah oui, et le point d'interrogation dans la scène donc des tueurs qui sont affichés dans le poste de police. Non, ça n'a rien à voir avec la théorie comme quoi Stu est en vie, les gars.
ça veut juste dire qu'ils n'ont pas encore retrouvé son masque. Voilà, parce que j'ai vu ça sur Twitter, il faut un peu arrêter les conneries. Alors, Gale, quant à elle, bah, elle a pas changé non plus, elle a même régressé, elle a pas tenu ses promesses lors du dernier film, et elle a écrit un livre sur les nouveaux meurtres de Woodsboro. Bref, en dehors de nos 4 personnages principaux qui ont une amitié plus forte que jamais, et chacun une relation particulière les uns envers les autres, les sœurs, puis un amour naissant entre Chad et Tara, etc. Bon, on peut pas dire que le reste, c'est-à-dire Gale et Kirby, soit bien développé. Ça, je suis désolé, ou même les nouveaux personnages. Je veux dire, Gale est littéralement redevenue une garce, alors que tout semblait indiquer qu'elle avait fini son évolution de personnage et qu'elle était arrivée à quelque chose de satisfaisant pour les fans, que tous ces films nous avaient mené quelque part avec elle. Mais non, au final, rien à foutre de la mémoire de Douai. Allez, hop, on écrit un livre sur sa mort. Mais bon, le plus gros reproche que l'on peut faire au film arrive maintenant, le commentaire méta du film. Les Scream sont connus pour leur mise en abîme et leur analyse du genre. C'est même l'âme même de la saga, et ce qui a fait son originalité et une grosse partie de son succès en 1996, quand les slashers ne marchaient plus du tout. Et aujourd'hui, malheureusement, bah, ça ne raconte rien. Scream était un discours passionnant sur les slashers et la violence chez la jeunesse. Scream 2 nous parlait des suites, de la poursuite du succès. Scream 3 du phénomène des trilogies, mais aussi et surtout du côté sombre d'Hollywood. Scream 4 des remakes, du manque d'originalité et de la course au buzz sur les réseaux. Scream 5 des requels, de la nostalgie abusive et de la toxicité de certains fans face au changement. Et Scream 6, bah rien. Enfin, ils font semblant que si, parce que Mindy nous dit attention, hein, on est dans une franchise maintenant les gars. Oh. Et bah ok Mindy, c'est au moins le cas depuis je sais pas moi le 2e ou le 3e film, bravo. Ça a toujours été une franchise. Ça a même dès le départ par Williamson été prévu comme une franchise, parce que quand il a vendu le script du premier, il y avait un court prélude, enfin un court résumé de ce que pourrait être éventuellement une suite, parce que il se disait qu'il valait mieux vendre justement une franchise que vendre un seul film. Donc bref, contrairement au monologue de son oncle Randy, toute cette partie semble incroyablement forcée et artificielle. Elle ne fait qu'énoncer des variations à peine cachées des règles que nous connaissons déjà. Par exemple, tout le monde peut mourir. Combien de fois on l'a entendu dans la saga? Randy en parlait dans le 3 déjà, hein, par exemple. Et c'était évoqué dans la scène coupée de la fontaine du 4. Anyone, including the main character, can die. No one is safe. Mindy reprend également en parlant de budget plus conséquent et de plus de moyens l'essence même de ce qu'était le discours de Randy sur les suites dans le 2. Bref, Scream 6 ne sait plus sur quel pied danser. Si encore il avait assumé à fond la promesse de départ du tueur qui nous disait juste avant le générique d'ouverture qu'est-ce qu'on en a à foutre des films, mais non, nada. Ils se sentent obligés de rajouter ça, même s'ils savent que ça n'a aucun sens en utilisant le mot franchise comme cache-misère, du fait qu'en fait ils ont déjà parlé d'à peu près tout dans le cinéma à ce stade, les phénomènes de films d'horreur. Et en fait c'est un peu symptomatique du fait de faire une suite un an après le 5e, même si ok, Scream 2 c'était un an après le premier, ça d'accord, mais là le problème c'est que le 5e ça parlait d'un phénomène nouveau, c'est-à-dire les requels, la nostalgie, Star Wars, Ghostbusters Afterlife, la trilogie Halloween de David Gordon Green. Et quand tu fais une suite un an après, ben en fait, le cinéma n'a pas eu le temps d'évoluer, donc il n'y a rien à dire. À ce compte-là, donc, pour moi, il aurait mieux valu assumer le parti pris de ne rien faire s'il n'y avait rien à faire. Déjà dans le 5, ça sentait un peu le roussi, parce que le thème du requel se rapprochait énormément des remakes pour le 4, mais il y avait au moins un motif qui changeait quelque peu la donne et l'air du temps dans le final. Et puis de plus, il y avait aussi la comparaison, je le rappelle, avec l'Elevated Horror et l'horreur un peu plus old school qu'affectionne Radio Silence. Et ça, c'était amusant. Et c'était déjà un problème dans le sens où Radio Silence revendiquait à travers certains de ses personnages, notamment Mindy, le droit de se faire un slasher à l'ancienne décomplexé, comme s'il ne comprenait pas vraiment que ça n'a jamais été ça Scream. Parce que Scream, ça n'était ni un vendredi 13 brut de décoffrage, ni un simple divertissement. C'était aussi une réflexion sur le genre.
en fait c'était déjà intelligent. Ça n'avait rien à envier à l'Elevated Horror. On dirait presque qu'en défendant les slashers d'être plus cons volontairement que l'Elevated Horror, ils rabaissent des franchises comme Scream, alors qu'elles n'ont pas besoin d'être défendues de cette manière. Et donc pour moi ici dans Scream 6, il montre encore une fois qu'ils ne saisissent pas totalement ce qui a fait cette saga d'un point de vue analytique, si je puis dire. Ils ne réussissent à voir que son côté, on va dire, superficiel, c'est-à-dire la formule de base. Ou alors, ils le voient très bien, mais peut-être qu'ils ne se sentent pas à la hauteur de tenter de faire mieux que Wes Craven ou d'innover. Alors ils injectent vaguement une notion quelconque dans leurs faux commentaires, qui n'est là, qui n'est qu'une apparence, encore une fois. Ils coupent également presque les ponts avec le réalisme latent des films de Craven, mais nous y reviendrons. Après ça, nous avons le sympathique meurtre assez violent de la copine de Mindy, Annika, qui connaît une fin brutale, et la mort de leur coloc, Quinn, la fille du détective Bailey. Alors pas grand chose à dire, la scène elle est efficace, elle est originale en termes de mise à mort pour un Scream, avec une belle mise en tension, et ça peut même faire penser en quelque sorte à un hommage à Rear Window, à Fenêtre sur cour, qui était déjà référencé dans Scream 4. Et puis il y a une altercation violente entre Chad et Ethan après les meurtres, qui a un prétexte qui leur paraît bidon comme alibi. Finalement, Gail fait son entrée pour la deuxième fois et elle propose son aide. Elle emmène nos héros au fameux sanctuaire du trailer. Bon alors soyons clairs, Gail, elle ne sert pas grand chose dans ce film. Si elle n'avait pas été là, Kirby aurait clairement pu faire le même job d'un point de vue scénaristique pour les y conduire. Mais bon, fallait bien justifier la présence de Courtney Cox en tant qu'actrice et aussi productrice pour la première fois dans le film Scream, donc c'est elle qui les emmène. Le sanctuaire en lui-même il est cool, il n'y a rien à dire, c'est un véritable musée des horreurs des précédentes tueries. On peut même entendre le cri de Casey Baker, et il y a un côté presque religieux à voir ces personnages cultes déambuler et admirer ces éléments dans le calme, avec Sam se dirigeant directement vers le costume de son père. On peut voir qu'ils sont partis loin dans les détails. Par exemple, on sait que le principal Imbri avait été pendu, mais c'est la première fois qu'on voit la dite corde, et même un dessin de Richie représentant l'exposition de son corps. Mais d'ailleurs, en parlant des dessins de Richie, il y a quand même comment dire, des petites incohérences. Là aussi, ils n'ont pas du tout pensé aux détails. Parce que comment Richie, vu que c'est lui qui a fait les dessins, hein, clairement, ce sont ses croquis. En plus, ils sont tous faits avec le même style de dessin. Comment Richie a pu dessiner Dewey. Voilà, j'aimerais le savoir. Parce que si c'était pendant les événements de Scream 5, ça lui a laissé en à peine quelques heures, ça veut dire alors qu'il était occupé à organiser une tuerie et que le soir même, c'était le final où il est mort, c'est-à-dire qu'entre temps, entre les deux scènes, il a eu le temps de dessiner le cadavre de Dewey. Bon, ok, d'accord, hein, si tu veux Richie. D'ailleurs aussi, comment il a pu le voir d'ailleurs. Parce que ça aussi, ça m'intéresse. Comment Richie, qui est celui qui a amassé tout ça pour son musée, alors ok, son père l'a aidé, mais c'est lui, encore une fois, qui a fait ses dessins. Hein, c'est quand même... c'est largement sous-entendu que c'était sa passion à lui. Je vois mal sa famille s'amuser à compléter ses dessins. Surtout en plus avec exactement le même style de dessin. Comment il a pu voir le cadavre de Dewey et le décrire avec autant de précision, alors que les documents de police n'étaient sans doute pas disponibles au public quelques heures après la mort de Dewey, et que lui n'y a pas assisté, c'est Amber qui l'a tué. Bref, voilà, c'est encore une petite incohérence. En vrai, si on s'attarde sur les incohérences, ce film est bourré de trous. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que le Scream de Wes Craven ne l'était pas, notamment le 3 parce qu'il y avait eu des changements et que de base il devait y avoir 2 tueurs. Mais quand même, on peut dire quand même que depuis le 5, et maintenant avec le 6, il y a une attention aux détails qui n'est du tout là, contrairement à Craven et Williamson. Alors évidemment, les objets en eux-mêmes dans la scène, ils ne sont pas d'époque, ils ont été en grande partie recréés par le département costume, à l'exception de quelques objets de Scream 5, qui est quand même un film assez récent, donc il me semble qu'ils ont pu en garder de ce que j'ai entendu. Les personnages échangent entre eux sur l'héritage que Stab leur a laissé. Kirby et Mindy se retrouvent comme des sortes de sœurs fans d'horreur, ce qui est renforcé à la fin par le fait que Kirby dit aux survivants qu'ils font tous partie d'une même famille, et Gail a une scène émotionnelle en repensant à Dewey.
C'est assez simple, mais c'est peut-être le plus beau moment du film, et celui qui justifie le plus que ce film traite du sujet des franchises, en montrant l'immense mythologie et lore qui s'est créée autour, et en faisant même un ou deux clins d'œil aux théories des fans. Après ça, on a une scène de track dans un parc qui fait bis repetita avec Scream 2, et ça sera pas la seule, mais comme le tueur a toujours un coup d'avance, le twist c'est qu'il n'est pas présent sur les lieux, il est chez Gale. D'ailleurs ça c'est un bel hommage à Scream 2, ça par contre voilà, il faut noter les points positifs aussi. Dans Scream 2, la cible du tueur dans la scène de la mort de Randy, c'est pas Randy de base, c'est Gale. Parce que Gale, elle est aussi responsable de la mort de Billy, tout comme Sidney. Et c'est pour ça que Nancy Loomis voulait se venger de Gale, et c'est pour ça que Ghostface appelle Gale, mais c'est Randy qui décroche à sa place. Et donc dans cette scène, c'est un peu la boucle bouclée, un pied de nez. Cette fois-ci, il ne va pas s'en prendre dans le van à Mindy, et donc la nièce de Randy, il va vraiment aller attaquer Gale. Cette fois, il va réussir à l'avoir et enfin passer le fameux coup de fil qu'on a attendu toutes ces années. Donc, Gale, elle est sauvagement attaquée, mais elle survit après une chase scene que les fans attendaient beaucoup, qui est assez réussie, et le premier coup de fil qu'elle reçoit de la saga, donc encore une fois. Et enfin, les personnages décident à piéger Ghostface dans le sanctuaire. Voilà, on s'est débarrassé de Gale comme ça, voilà, elle reviendra pas dans le film. On mentionnera vite fait que oui, elle a survécu. Ok, très très bien, mais enfin, je veux dire, elle a vraiment servi à rien, mais ok, la scène était cool, mais même le tueur le dit, hein, elle est juste là pour le facteur nostalgie. Vous trouvez pas ça un tout petit peu irrespectueux par rapport à la saga qu'on a connue, de la mettre là en tant que facteur nostalgie, de le dire en plus, en mode oui, elle sert à rien, elle est juste là pour vous faire plaisir, alors que c'était un des personnages les plus travaillés de la saga, et que l'actrice était présente et elle en demandait, elle aurait pu avoir un plus gros rôle, elle est productrice sur le film en plus. Bref, je sais pas, pour moi, on aurait au moins pu la remettre dans le final, à l'hôpital, le minimum, parce que dans Scream 4, vous voyez, elle se fait attaquer, elle va à l'hôpital, c'est pas pour ça qu'on l'oublie. Donc, les survivants se regroupent dans le métro, dans la deuxième séquence phare du film, qui nous avait été présentée de partout dans les trailers. On a une séquence de tension avec des icônes de l'horreur et des déguisements sombres d'Halloween partout, faisant penser à la scène du cinéma de Scream 2, où on se demande lequel est le vrai Ghostface. Mindy étant seule avec Ethan, qu'elle soupçonne séparée du reste du groupe, elle est attaquée sauvagement, mais elle survit aussi. On peut voir cette scène comme une critique des grandes villes, comme New York, où personne ne réagit particulièrement à une agression, alors que cela devrait être un endroit sûr, parce qu'il y a plein de monde. Ghostface y traque sa proie, tel un prédateur, dans l'indifférence générale, comme certaines agressions sexuelles ou raquettes et extorsions d'argent ont lieu sans que quelqu'un ne lève un sourcil dans les métros, dans les grandes villes et mégapoles. C'est d'ailleurs pour ça que dans le métro, il y a des costumes qui font référence à la servante écarlate. C'est d'après les réalisateurs pour que, en dehors des icônes de l'horreur, il y ait un sens symbolique à ce que Mindy ne soit pas juste effrayée par tous ces costumes d'Halloween, mais aussi par des costumes qui font référence au patriarcat, etc. Donc ça, à la limite, vous voyez, il y a eu un petit peu de recherche. Par contre, on va parler un petit peu des costumes, de cette espèce de grosse réunion d'easter egg. Alors en fait, sur le papier, ça a l'air super cool. D'ailleurs, on le voit dans les trailers, tout le monde n'attendait que ça. Mais j'ai envie de dire, c'est presque trop en fait. Parce que les références dans Scream avant, c'était pas ça. Ce n'était pas ça. Je suis désolé, mais en fait là, il y en a tellement qu'on ne les voit même plus tous. Ça se trouve, ils ne sont plus dans le film. Il y a tellement de figurants qu'ils sont noyés dans la masse et que même les easter eggs en eux-mêmes n'ont plus l'air si importants que ça. Parce que vous voyez, quand Scream faisait une référence dans le premier, c'est-à-dire Wes Craven en Freddy, ben là on le retient. Mais là il y en a tellement, je suis désolé, il y a, d'après la liste des costumes qu'il y a Sonic. Sonic, putain. Qu'est-ce qu'il fout là? Et il est où surtout? Je veux dire, voilà, il y en a beaucoup trop. Il y a même apparemment le masque de la série MTV. Ok, où je veux dire, il y en a tellement qu'on n'est même plus sûr qui sont présents dans le film, qu'ils ont bien été captés par la caméra,
que le figurant est bien passé devant, qu'il n'est pas caché par un autre. Alors oui, après on peut commencer à compter les easter eggs, à dire oui, il y a Kayako, il y a machin, etc. C'est très très bien, c'est cool. Mais en fait, je pense que la force des anciens Scream quand ils faisaient des easter eggs, c'est que encore une fois, ils avaient toujours un sens. Alors ok, il y avait peut-être quelques références un petit peu random. You branded him the Candyman? No, his heart's broken. Mais la plupart du temps, ça avait un sens avec la scène. C'est-à-dire que Sarah Michelle Gellar, par exemple, quand elle se fait attaquer, bon bah elle a joué dans Buffy contre les vampires. Quel est le film qu'elle regarde? Nosferatu. Évidemment. Évidemment. Et là, dans Scream 6, t'as un espèce de globi-boulga de références tout au long du film qui fait que elles se noient entre elles. On peut plus juste se concentrer sur l'une d'elles et faire « Oh putain, c'est incroyable ». Il y en a tellement que c'est plus possible. Je veux dire, je pense qu'ils ont explosé le nombre d'easter eggs de toute la franchise dans ce film, mais au final, ça fait presque du fanservice. Et c'est un petit peu ça le problème que j'ai avec. Je vais vous donner l'exemple de ce qui, pour moi, est un bon easter egg, et j'en ai déjà parlé, dans Scream 6. C'est Jason, donc au début, regardez son t-shirt. C'est une référence à un film de Dario Argento. C'est littéralement le titre d'un film de Dario Argento. Et on sait qu'il est fan de Giallo. Et on sait qu'il a tué sa prof de cinéma parce qu'elle lui avait mis une mauvaise note. Et on sait que sa prof de cinéma étudiait les slashers. Et on sait que les Giallo sont les précurseurs des slashers. Voilà, tout ça, c'est bien ficelé. Et ça nous raconte quelque chose, même sur la motivation du tueur en lui-même. Ça, c'est une référence bien trouvée. Tout comme, en référence bien trouvée, encore une fois, dans les Scream d'origine, bah, par exemple, on prend la scène de Casey, on te prenait pas par la main en faisant du name dropping. Et pourtant, tout le monde voyait que c'était un hommage à Black Christmas et Terreur sur la ligne, ou en anglais When a Stranger Calls, qui n'était même pas mentionné dans la scène, en fait. Et tous les fans d'horreur qui se respectent comprenaient que la scène de la pendaison était réminiscente de films comme Suspiria. C'était subtil. Et maintenant, même, regardez, ils avaient réussi à le faire, Matt Bettinelli Olpin et Tyler Gillett dans Scream 5. Les références étaient beaucoup plus digestes, et elles faisaient sens, et elles étaient parfois subtiles. Par exemple, il y en a qui ont râlé sur le fait que Billy est le père de Sam, même si pourtant, ça reste logique. Et bah, c'était en plus assez recherché, parce qu'il y en a plein qui disent oui, c'est des grosses ficelles, c'est forcé et tout, mais ça fait référence à un dialogue entre Billy et Sidney dans le premier film, et indirectement au Silence des agneaux. It's like Jodie Foster in Silence of the Lambs when she keeps having flashbacks of her dead father. But this is life. This isn't a movie. Donc ça, c'est ce que j'appelle des bonnes références. Et là, le fait qu'on se retrouve avec des références à limite vomitives, parce que vraiment, c'est même pas juste la scène du métro, c'est quasi toutes les pièces du film qui sont bourrées à mort de références, qui n'ont parfois pas de sens. Par exemple, à un moment, on voit la famille Adams, c'est juste à côté, il y a Leatherface, tu sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il vient foutre là, à part le fait de vouloir mettre Leatherface, pourquoi il est associé à la famille Adams. Et bah, quand tu vois ça, tu te dis, en fait, soit tu passes ton film à jouer à Où est Charlie et à trouver des milliers de références, soit tu t'en fous parce qu'elles deviennent banales et il y en a trop. Là où avant, t'en avais plein, mais en plus petit nombre, plus espacé, et que tu pouvais vraiment observer, tu pouvais réfléchir à quel était leur sens et pourquoi on faisait hommage à ces films d'horreur-là, à ce moment-là, quel code on essayait de déjouer, et qu'est-ce que ça voulait dire, tout simplement. On sentait de la passion, on sentait un vrai côté nerd de Williamson, qui savait exactement ce qu'il faisait et pourquoi il pensait à ce film en écrivant telle ou telle scène. Donc, les personnages, après ça, ils se réunissent devant le cinéma / sanctuaire du film. D'ailleurs, si vous n'aviez pas remarqué, oui, il y a une petite référence à Jennifer Jolie que je vous laisse rechercher. Et Danny, le petit ami de Sam, que je n'avais pas mentionné jusqu'ici tant il fait de la figuration, s'éclipse juste avant l'ultime confrontation, comme un peu comme l'ultime confirmation qu'il n'avait pas grand chose à faire dans cette histoire, à part être un red herring, une fausse piste pour le film de plus. Donc à l'intérieur, Chad est sauvagement attaqué et laissé pour mort.
On nous fait croire rapidement que Kirby pourrait être la tueuse, même si je n'y croyais pas, car aucun Ghostface n'a jamais été révélé comme ça, et que jusqu'ici le film colle à une formule assez classique, simplement retranscrite dans un cadre nouveau et plus ambitieux. Et on a donc un final façon théâtre Scream 2, avec la révélation des tueurs, Queen qui n'était pas vraiment morte, son père le flic Bailey, et son fils caché Ethan. Alors parlons des différents problèmes entre guillemets de cette séquence. Déjà, Queen s'est occupé de Gale et a tué son petit ami musclé avec une force qui semble disproportionnée pour un tel Ghostface et qui semble arranger le scénario. Honnêtement, je m'y suis fait. C'était déjà le cas avec Amber qui était plus grande qu'elle ne devrait l'être dans le 5 en tuant Dewey. Et les réalisateurs assument en interview après avoir reçu des critiques, avoir voulu pousser ça plus loin avec Queen et assumer jusqu'au bout. Ce sont résolument dans la globalité des slashers moins prises de tête et moins bien pensés que ceux de Craven et un peu plus fantastiques au final. Fantastique, ça vient de leur bouche. Il y a un côté presque magique avec le costume, on devient quelqu'un d'autre. Ghostface est un personnage à part entière, comme s'il n'y avait pas vraiment quelqu'un en dessous le masque à ce moment. La personne s'efface pour laisser place au tueur fantomatique iconique que nous connaissons, avec ses mimiques, sa voix et sa gestuelle particulière. C'est un parti pris, on va dire, intéressant, bien que certains le jugeront un peu trop facile pour justifier les incohérences et ne pas avoir à tout planifier. Sûrement, mais bon, maintenant, il faut faire avec. Et il ne faut pas oublier que Radio Silence a forcément une vision créative différente des auteurs de la saga d'origine, et n'est-ce pas au final une bonne chose qu'ils ne se brident pas à faire une simple copie et injectent un peu de même là-dedans pour y aller à fond. Maintenant, en ce qui concerne la motivation des tueurs en eux-mêmes, ils veulent venger la mort de Richie que Sam a tué, même s'ils savent très bien qu'il était le tueur du 5, car ils sont sa famille. Alors le principal problème, c'est que c'est ni plus ni moins une repompe exacte du motif de Scream 2. Alors, je vais vous dire pourquoi ça me dérange, parce que honnêtement, pour Scream 5, c'était évident que Richie et Amber étaient les tueurs. Mais c'était pas la révélation qui était importante. Ça, j'en avais parlé avec quelqu'un, d'ailleurs avec Mère Romain, que voilà, j'apprécie beaucoup parler avec lui, mais on avait parlé de ça il y a longtemps, donc je me souviens plus exactement des détails, mais c'était lors de la sortie de Scream 5, il me semble bien. Et lui-même avait dit, oui, bah dans cette scène, en soi, c'est pas la révélation. Enfin, les gens se focalisent trop sur la révélation, alors que c'est pas ça qui est important. Et ça, j'étais d'accord. C'est ce que ça raconte, le passage de flambeau, la toxicité des fans. C'était volontaire, parce que Richie et Amber n'étaient pas des tueurs originaux. C'était simplement des tueurs qui pompaient le premier film et qui étaient des fans abusifs. Donc, ça allait avec le message du film, qu'il soit facilement, comment dire, devinable, qu'on puisse les cerner assez rapidement. Ce ne sont pas forcément des gens très très fins d'esprit. Et c'était ce que le film racontait. Mais alors là, dans Scream 6, je suis désolé, non seulement c'était la même révélation que Scream 2, en plus ça ne raconte rien du coup, ça raconte exactement la même chose, il n'y a pas de message, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ok, c'est une franchise. Quel est le rapport avec le fait que ce soit eux? Rien. Donc, de base, de ce que j'ai lu quand Sidney était encore présente, il était prévu qu'il croie les théories du complot sur Sam et qu'il venge Richie car il le pense innocent, mais ça a été annulé. Alors ça, franchement, dommage. Franchement, dommage. Parce que ça aurait au moins pu apporter une variation intéressante que la simple copie du deuxième opus. Et surtout, je ne vois pas le rapport avec Sidney, ça aurait pu se faire sans elle. Parce que Neve Campbell, qui au passage, d'après Skittlery, a aimé le film et dit que la saga lui manquait, alors qui sait, peut-être un retour dans le set, mais ça dépend pas d'elle, mais de la Paramount et de ce qu'ils proposeront, et de si le cachet est respectueux ou non. Mais donc pour en revenir au film, c'est triste de refaire la même chose, alors que ce qui aurait pu être intéressant, s'ils avaient cru les rumeurs, c'était de dénoncer les théories du complot à travers ça. Mais donc, on va dire ce qui est, disons, pertinent, c'est que Bailey a soutenu la passion dévorante et sombre de son fils en lui achetant son sanctuaire. Il ne l'a pas laissé tomber comme Madame Loomis. Ça, c'est une petite variation. Et voir les images de Jack Quaid, jeune adolescent en Richie, tout penaud et annonçant qu'il a fait de son mieux pour faire son fan-film Stab, on réussit à comprendre, même si on sait qu'il s'agissait d'un Ghostface, la relation spéciale dont parle Bailey qu'il avait avec son premier fils. Elle est plus que jamais palpable, au contraire, encore une fois, de Madame Loomis,
qui avait abandonné son fils et qui, sans doute touché par les actes fous de son meurtrier de fils, s'était senti coupable et avait voulu le venger. Mais c'était quand même moins compréhensible. On la sentait moins proche de Billy qu'on ne sent Bailey proche de Richie. En tout cas, ce troisième acte a le mérite de développer Richie davantage que dans le 5e opus et le faire remonter un peu la liste des tueurs en termes d'intérêt et de background qui s'étoffe. Donc ça, c'est un bon point. En ce qui concerne ce que Sam dit, comme quoi Richie a laissé Amber faire toute la tuerie, j'ai vu dire des gens que c'était la preuve que Richie n'avait rien fait dans le 5e film. Or, en vérité, personne ne le sait jamais vraiment. Et même même Sam n'était pas présente, hein, et même les réalisateurs ont laissé sous-entendre plusieurs pistes contradictoires au fil des interviews, en disant même que la méthode de tuerie des deux tueurs varie. Par exemple, la scène de Vince est différente de certaines scènes d'attaque d'Amber, etc. Enfin bref, on va pas forcément revenir là-dessus. C'est pas forcément ce qui m'intéresse dans la critique du film. Mais on va dire quand même que ces réalisateurs ont l'air de moins s'attarder là-dessus. Même eux, quand tu écoutes leurs interviews, tu sens que ça ne les préoccupe pas de construire un bout de nid extrêmement bien ficelé. La preuve avec le fait que ce soit Queen qui attaque Gale dans ce film, hein, encore une fois. Et puis surtout, je ne prends pas pour argent comptant tout ce que disent les réals. Parce qu'à ce moment-là, ou même les membres d'équipe des films. Parce qu'à ce moment-là, Kevin Williamson, il avait dit que le masque avait été retrouvé dans une boîte, je crois, ou je sais pas quoi, alors qu'on a appris que d'après la productrice de Craven, ça avait été retrouvé dans la maison de Shadow of a Doubt de Hitchcock. Et même là, on a appris encore plus tard que malgré ce que disait le documentaire, fallait pas non plus croire aveuglément ça, fallait faire ses recherches, parce qu'apparemment ça a été plutôt retrouvé dans la maison de Tatum, parce que la photo du masque correspond avec la chambre de Tatum dans le film, même si on regarde bien le mur, etc. Bref, ça c'est une autre histoire, mais tout ça pour dire que dans les interviews, les réalisateurs et les scénaristes sont souvent en désaccord entre eux, donc je ne m'y fie pas forcément à 100%. Alors là, le fait que Sam dise que Richie n'a tué personne dans le 5e opus et que Amber a tout fait, je vais pas non plus le prendre forcément au premier degré. Même si Amber était sans doute le cerveau, comme ils l'ont dit parfois, et que Richie était peut-être effectivement un peu plus lâche qu'Amber, mais n'empêche que quand il poignarde Sam dans le 5, il n'a pas l'air d'hésiter du tout. En parlant des fanfilms de Richie, je me suis demandé si c'était des snuff movies à un moment, mais vu son jeune âge, ça me paraît aujourd'hui complètement improbable, même par rapport aux propos de Sam à ce moment-là, de la scène et les angles utilisés par Richie pour filmer. Enfin, pour revenir sur le plan des méchants en lui-même, vous ne trouvez pas ça légèrement con, de la part de Bailey, de vouloir venger son fils en envoyant ses autres enfants à une mort certaine, en sachant que jusqu'ici, aucun Ghostface connu n'a pu survivre? Je veux dire, c'est quand même un peu bizarre d'être tellement en deuil de son fils, tellement dans la haine, qu'on envoie sa fille et son autre fils mourir aussi. Ou alors ça veut vraiment dire que Richie c'était son premier fils, c'était une relation spéciale, et il en a rien à foutre des deux autres. Et même, parlons de leur plan. Le film n'est pas très clair. Comment Ethan Laundrie a pu changer de nom aussi facilement? Et Bailey, son nom de base du coup c'était Kirch, comme Richie Kirch. Est-ce que lui aussi, il a changé son identité? Comment ça se fait que la police lui confie l'affaire avec la meurtrière de son fils sinon? Il a forcément changé d'identité, parce que sinon il lui confierait pas cette affaire-là, ou alors c'est encore plus con. Je veux dire, comment ça marche tout ça dans l'univers de Scream? Il aurait fallu nous faire tout un développement sur ça plutôt que sur leur motivation qu'on avait très très bien compris en une phrase. Ça se fait en un claquement de doigts comme ça, tu changes d'identité? Parce que bon, s'il a pu acheter toutes ses preuves à Richie grâce à son métier de flic ripou, ça veut dire qu'il était déjà policier avant le 5. On est d'accord. Donc avant la mort de Richie. Et je suis désolé, mais quand t'es flic, t'es connu des services de police et de tes collègues. Donc à moins d'avoir une bonne raison de te faire protéger, tu disparais pas comme ça dans la nature sans que personne ne te reconnaisse. Tu changes pas de nom du jour au lendemain. Tu deviens pas
Kirch, puis tu passes pas de Kirch à Bailey tu passes pas de Kirch à Bailey en un matin. Bref, c'est un des plus gros plot holes du film, j'ai envie de dire. C'est absolument jamais détaillé ou expliqué au spectateur. C'est un peu ta gueule, c'est magique. Mais alors le plus drôle, c'est la fausse mort de Queen. Parce que bon, l'explication de Bailey comme quoi il était le premier sur les lieux, et il a pu maquiller un corps avec du faux sang, c'est, honnêtement, le truc le plus con du monde. Là, sincèrement, c'est indéfendable en 2023 de dire que c'est logique, avec toutes les méthodes scientifiques à notre disposition. Même pour un film des années 90, ça serait gros, c'est plus possible d'écrire ça. C'est impossible qu'ils se disent pas, le médecin légiste, oh putain, mais c'est pas sa fille. C'est impossible. Et alors, ok, je veux bien, on ne l'a pas soupçonné, on lui a pas posé de questions car c'est un père en deuil. D'accord, Bailey. D'accord. T'es juste complètement con. Je sais pas si t'as lu Mindhunter, par exemple, comme livre, mais ça marche pas comme ça aux USA, dans les affaires criminelles. Deuil ou pas, les parents sont souvent les premiers soupçonnés, et même parfois coupables du meurtre de leurs enfants plutôt qu'un étranger. Il n'y a aucune raison pour qu'on te laisse tranquille. Aucune. On va pas faire d'état d'âme avec toi. Bref, Queen se prend une balle dans la tête, Ethan un couteau dans la bouche, puis la télé sur la tête, et il me semble de l'aveu même d'un des scénaristes que c'était plutôt vu comme une mort cool et faite pour donner à Kirby une réplique cool plutôt qu'un quelconque message autour de Stu. Concernant Bailey, il est tué sauvagement par Sam, qui, techniquement, l'espace de quelques minutes, devient Ghostface. C'est visiblement un débat amusant que Radio Silence a souvent entre eux. Quels sont les critères pour être un Ghostface? Où est la ligne au final? Et on peut dire que Sam, en utilisant le modificateur de voix et les masques de son père, en devient un dans cette scène. Elle qui n'hésite pas à faire ressurgir la tueuse en elle pour tuer son agresseur. Sauf que dans le fond, vous noterez quand même que le côté « Non, Billy, je veux pas te voir, je suis pas comme toi. Puis, je larde le mec de coups de couteau, il est à ma merci. Et je pourrais l'épargner, mais je l'achève quand même, car j'accepte mon héritage de Ghostface. » C'est littéralement Scream 5, encore une fois, a fait du surplace. Chad, quant à lui, il a survécu de son côté, et là pareil, il faut accepter que Scream soit devenu une saga un peu plus fantastique pour imaginer qu'il s'en tire, surtout après tout ce qu'il s'est pris, c'est-à-dire bien plus que doué dans les originaux, et par deux Ghostface en même temps. Vous savez, ça me fait rire, car le comédien qui jouait le principal Imbri dans Scream, Henry Winkler, était à l'origine du terme « Jump the Shark » dans la série Happy Days. Jump the Shark, c'est le moment où une licence ancrée dans une certaine réalité prend une direction absurde. Ça vient de l'épisode où justement, donc, Henry Winkler, qui jouait Fonzie, saute par-dessus un requin, et où les gens s'étaient dit « Putain, c'est complètement con, dans les premiers épisodes de la série, il n'aurait jamais sauté par-dessus un requin. » Bah là, on serait tenté de dire que la boucle est bouclée, et que la filiation avec l'un des anciens acteurs de la saga est là, car Matt et Taylor, eux aussi, sont prêts à sauter le requin désormais. Parce que quand tu vois ça, c'est symboliquement un Jump the Shark. On passe un cap de non-retour. Chad, c'est littéralement un Terminator. Ensuite, ils ont expliqué leur parti pris, que je respecte, et que donc je vais expliquer. Ils préfèrent une scène choc au prix de la cohérence, qu'une scène simple, mais logique pour sa survie, qui laisse un public désensibilisé à la violence de marbre. En sachant qu'il existe, de ce que j'ai compris, une version beaucoup moins violente de la mort de Chad, et une plus extrême également. D'ailleurs, j'ai fait un lapsus révélateur. Attaque, pas mort, il est encore en vie. Donc je dirais rétrospectivement et rétroactivement, quand on voit que Chad peut survivre à ça, ça peut se faire poser beaucoup de questions sur les films d'avant, voire les possibles retcons dans le futur, et le retour de certains personnages. Mais bon, on n'est même pas sûr que les scénaristes restent probablement les mêmes, mais si c'est le cas, si ce sont vraiment les mêmes, il y a fort à parier qu'ils planchent déjà sur une suite. Car rappelons que Scream 6 avait été greenlighté dans le secret le plus total dès la réception du trailer du 5. Mais ce n'est pas sûr que Matt et Taylor le réaliseront par contre, ils ont deux projets sur le feu, un film de monstre spécial et mystérieux dont ils disent peu pour la Universal, mais apparemment c'est un Universal Monster Movie, il y aura Melissa Barrera dedans, et un des titres du projet c'était Dracula's Daughter, donc peut-être que ça tournera autour de la fille de Dracula. Et on a un autre projet, Escape from New York, donc la suite du film de Carpenter. Donc on peut dire qu'ils ont un avenir assez radieux aux portes du 7e art, qui les attend, et même s'ils ne rejettent pas la possibilité d'un Scream 7 avec eux aux manettes, rien n'est moins sûr, et ils ne nient rien, mais n'affirment pas non plus leur retour.
Et s'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, disons que tout reste flou et jouable. Peut-être qu'on se retrouvera avec un petit nouveau bientôt. Mais bref, si vraiment tous ces gens sont remplacés, notamment les scénaristes et les réalisateurs, attention à l'effet Scream 3. Souvenons-nous tout de même de l'arrivée de Erin Kruger lors de la première trilogie pour remplacer au pied levé un Williamson occupé et une idée de sa part abandonnée suite aux récents événements tragiques ayant eu lieu aux USA à l'époque. Un seul changement d'un membre de l'équipe principale qui avait fait cet univers et le film avait été décrié par une bonne partie des fans, là où le 2 avait eu un certain succès à la fois critique et public, un combo gagnant. Espérons que l'histoire ne se répétera pas pour eux, espérons qu'ils restent tous à la barre pour au moins finir ce qu'ils ont commencé, et espérons qu'il n'y ait pas un changement de ton soudain. En conclusion, Scream 6 ne fait plus vraiment totalement du Scream. Certes, l'alchimie entre les personnages fonctionne bien, mais ils avancent lentement. Je tiens à saluer, malgré le succès disproportionné de Jenna Ortega pour une série aussi convenue et ennuyante que Mercredi, que les scénaristes aient laissé la place principale au personnage de Sam au sein du scénario. C'était la meilleure chose à faire, c'était le plus logique, et ils n'ont pas cédé à la peine du gain et à des modifications stupides. Mais malgré tout, les deux sœurs ne prennent pas une direction si intéressante que ça pour une potentielle suite. Sam se retrouve en boucle dans les mêmes dilemmes concernant sa parenté avec Billy, se cherche encore et toujours, et tombe 2 fois sur la même conclusion à la fin de l'histoire. Si le 7 s'ouvre encore sur sa lutte intérieure parce qu'elle n'a rien appris, comme c'était le cas dans celui-là, ça risque de devenir gonflant. Et concernant Tara, alors je sais, on va me dire, ah mais c'est Jenna Ortega, elle est géniale, c'est elle la meilleure, même meilleure que Neve Campbell, tiens, hein, soyons fous. Alors non, sur tous les points, déjà c'est Neve Campbell qui joue le mieux, c'est elle qui est la plus sexy, et c'est elle qui porte cette franchise, ok? Attention, je vais tous vous envoyer au goulag, les fuckers. Vous êtes prévenus. Attention, attention. Et même Jill Roberts est d'accord, c'est sa franchise. She's queen. That's all I have to say. I think it's ridiculous that she's not coming back because of money. Like, to me, it's like, if she didn't want to, that's fine. But I just think, I hate that we're at a time, I feel like, in this industry where these kind of like big franchises or big shows, or, you know, they act as though like actors are disposable. And it's like, well, we can just go on without the people that built it. And it really makes me sad, because to me, it's like Neve like made that franchise, and she was the most lovely person to work with. Like, you had no ego, no attitude, was the most welcoming, amazing like leader when we were filming that movie. And so to me, it's like, I just think it's so disrespectful to basically be like, we're not going to pay you, and not only that, but we're going to go on without you, and we're going to show you that this franchise can go on without you. I think it's rude. Et de deux, concernant le personnage en lui-même de Tara, même si elle est compée par une actrice tout à fait correcte, et même c'est une très bonne actrice, hein, Jenna Ortega, en soi j'ai rien contre elle, c'est juste qu'il y a une overhype autour d'elle qui est absolument dégueulasse. Mais donc, le personnage en lui-même de Tara, il ne vit que grâce à sa relation avec sa sœur et son besoin de s'en émanciper. Il est dépendant de Sam pour pouvoir être intéressant et nous dire quelque chose. Le perso n'a pas d'autre arc narratif que de réussir à se faire respecter et à obtenir sa propre liberté. Le film, quant à lui, brille quand il utilise New York, bien que la ville soit un chouïa sous-exploité. Je rappelle que pour à peu près le même budget dans les années 80, Ghostbusters le faisait beaucoup mieux. Cela dit, ça reste au-dessus de la majorité du film dans un paquebot façon Jason 8. Il éclate de mille feux quand il tente des choses différentes, mais quand il fait du Scream, on a cet étrange, non pas arrière-goût, mais goût de fraîcheur mélangé à l'occasion manquée. Il y a quelque chose qui ne colle pas vraiment avec Scream, avec ce que Scream devrait être, tout en copiant pourtant honteusement et copieusement les volets du passé. Une seule chose nous reste en esprit, Craven n'aurait pas fait nécessairement pire, ni peut-être nécessairement mieux, diront certaines langues, mais il aurait fait quelque chose de complètement différent, avec ses propres obsessions, car il restait avant tout un auteur. Ce que je crois sont aussi les gars de Radio Silence à un certain degré, mais ce sont avant tout des fans d'horreur. Pas des auteurs total, et pas non plus des yes-man industrialisés sans âme. Ils se situent à peu près entre les deux. Ils sont des auteurs à leur manière, on va dire. Ils disaient être intéressés par l'idée de faire un spin-off Stab, ou une série Stab, un truc de ce style. Mais honnêtement, quel intérêt ? D'une part, car Stab est censé être la représentation stéréotypée du slasher de base, moqué par Scream,
sans réel propos derrière ou subversion des codes, mais aussi parce que bel et bien, Scream 6, c'est déjà un peu du stab si nous le comparions à ce qui se faisait avant dans la franchise. Encore une fois, la question n'est pas de dire c'était mieux avant. Peut-être que cela plaira plus à la nouvelle génération. Et je trouve qu'en termes de fun et de divertissement, Scream 6 est tout à fait honnête. J'ai d'ailleurs évoqué toutes les idées de suspense qui fonctionnent bien. Mais comprenez que les fans de la première heure n'y trouvent pas tous leur compte. Pour le meilleur et pour le pire, la saga commence à s'éloigner des sentiers battus, tout en prenant paradoxalement pas assez de risques. Et c'est extrêmement compliqué de résumer une telle antithèse, si ce n'est par le fait que Scream 6 c'était la même soupe, mais cuisinée autrement. Dans cette conclusion interminable, j'ai envie de répondre à une question. Est-ce que c'est toujours du Scream dans son essence même? Je ne sais pas, je n'ai pas la prétention de répondre définitivement à la question, même si je pencherai vers le non. Pour moi, si le film avait voulu innover, il aurait dû garder l'idée de l'intro. Parce que faire un bon film en hommage à une licence, ce n'est pas répéter une formule et refaire un whodunit. C'est retranscrire les intentions et l'âme qui composait l'œuvre d'origine. Pas juste ça... Il faut réussir à toucher sa substantifique moelle. Il faut réussir à extraire ce que le film signifiait. Pas juste reproduire sa structure narrative. Or, c'était déjouer les codes, ce que Scream faisait. Et la seule façon de les déjouer à nouveau, c'est de les changer. De faire comme la scène d'intro du 6. Ce que ce film n'assume pas complètement. J'ai même envie de dire que des slashers récents, comme le Sick de Williamson, sont plus screamesques que ce qu'est Scream aujourd'hui. Mais est-ce que c'est un bon slasher en tant que défouloir comme le sont Vendredi 13 et compagnie? Oui, je le pense. C'est un bon film. Un film professionnel, avec des idées inventives sur la forme, et une belle photographie, et relativement bien interprété. Bon, peut-être à part en dehors du festival de surjeu de la part de Dermot Mulroney à la fin, qui était si peu subtil en tueur que je l'avais cramé dès le trailer, mais sinon c'est très bien joué. C'est écrit d'une manière, on va dire, correcte à certains passages. Il y a des bonnes idées, il y a des bonnes choses dans ce film. Tout n'est pas acheté. Il y a eu un véritable essai de nous emmener loin de Woodsboro. Ça, je le reconnais. Et on a eu quand même déjà 3 films à Woodsboro. C'était une bonne idée d'aller à New York. Il y avait des choses sympas. Pour moi, c'est un bon film. Bref, oui, c'est sympa. Oui, c'est bien. Oui, c'est du bon divertissement généreux. On a eu des meurtres bien cool. On a bien vu Ghostface. Il était bien iconisé. Oui, on ressent toujours un amour pour Craven. Et pour le genre distillé tout au long du film. Mais maintenant, je vais m'adresser aux fanboys. Je ne comprends pas votre attitude. C'est toujours dans l'extrême. Et dire qu'on m'a reproché de défendre abusivement la saga, mais non, je pense garder un certain recul, contrairement à certains. Quand j'en vois certains sur Twitter cracher sur écran large, par exemple, et ces titres putaclic et provocateurs qui incendient Scream 6 en mode aigri. D'accord? Pourquoi pas, critiquez-les. Mais est-ce que c'est mieux l'extrême opposé? Dites-moi. Est-ce que c'est mieux de dire c'est un des meilleurs films de tous les temps, que ça a gagné les MTV Awards, que c'était le meilleur film d'horreur de 2023, que ça n'a aucun défaut, voire pire, que c'est mieux que ce que Craven faisait lui-même, et que ça a innové vraiment? Quand je vois ça, j'ai l'impression de voir Richie et Amber dans le 5. Vous êtes content car on vous a conforté et donné exactement ce que vous vouliez. Et c'est très bien, moi aussi je suis content, mais je suis triste du manque atroce de nuances dans la critique en général. Vous vous en prenez aux avis des autres, mais vous faites littéralement l'amour à la jaquette de Scream 6, ce qui est très bien si c'est votre kiff. Mais dans ce cas, ne jugez pas les critiques négatives ou même tout simplement mesurées en les insultant systématiquement de débiles car ça ne vous convient pas, et que ça ne va pas dans votre sens. Et c'est quelqu'un qui, dans le fond, adore ce 6e opus, et dont le premier film est le film préféré de tous les temps qui vous dit ça. Je veux dire, merde, j'ai même rencontré Ghostface, quoi, les gars. Si j'aimais pas la saga, je ferais pas ça. Regardez même l'intro de ma vidéo. C'est vraiment ce que je préfère au monde, cette franchise. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de fans qui ont ça. Mais c'est ça la différence entre un fan et un consommateur, j'ai envie de dire. Un fan, ça peut être quelque peu énervant, mais ça reste exigeant. Et ça n'accepte pas tout. Et ça sera ma conclusion ultime. J'ai aimé Scream 6, quoi que vous en disiez. Les gens vont peut-être dire que je le défonce, j'ai aimé le film. Je vous le jure. Je ne mens pas là-dessus. Indépendamment du fait que je dis qu'il est fait trop peu. Et ça, je peux le reconnaître. Le film nous promettait un nouveau souffle, que j'attends toujours. C'est aussi pour ça que cette vidéo a retardé. Ça et d'autres raisons, mais j'ai tout simplement eu ma dose, je pense.
J'ai fait tellement de vidéos sur la saga que je crois que j'ai commencé un peu à m'en lasser. J'en suis même venu à oublier ce qu'elle m'a transmis de base. C'est une saga de cinéphiles et de geeks de l'horreur. Le premier Scream était écrit par un passionné qui considérait Halloween au niveau de Citizen Kane. C'était autant un hommage qu'une satire. I watched Halloween when I was 10 years old, and it was the scariest movie I ever saw in my life. In fact, it's my favorite movie of all time. And it is the movie that is responsible for me being in the business of writing and being in the whole movie industry. So, I mean, for most people, it's Citizen Kane, Lawrence of Arabia, but for me, it's Halloween. Un hommage vibrant qui citait aussi bien Vendredi 13 que des films moins connus comme The Town That Dreaded Sundown. Et je pense que ce serait triste de s'arrêter là. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur Scream, et j'en reparlerai peut-être un jour. Mais ce que Scream voulait faire avant tout, c'était vous réapprendre, on va dire, à aimer l'horreur, à une époque où le genre était en perte de vitesse, à le ressusciter. Ce n'était pas juste de faire un bon film, c'était de ramener tout un genre de film, le but. Vous transmettre une passion tout à fait sincère pour la beauté de ces univers macabres à la Hellraiser. Scream vous apprend à être un fan d'horreur. Vous ne pouvez pas uniquement regarder les Scream en boucle et les franchises connues. Voilà pourquoi je me fais la promesse, comme pour My Bloody Valentine, de parler d'objets filmiques moins connus à partir de maintenant. Une vidéo bonus sur Scream 6, un complément sur un sujet un peu différent du film lui-même suivra, et une nouvelle critique sur un tout autre film, trop méconnu. Alors voilà, je vais laisser un peu Scream de côté, ça veut pas dire que je vais jamais en reparler. Et voici, en attendant, un petit teaser du prochain sujet, et je vous remercie infiniment de m'avoir suivi jusqu'au bout, pour parler de Scream, oui, mais surtout d'horreur en général. Merci à tous. Strand Pictures presents Slaughter High.